Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonne année aussi. On peut encore le faire pendant quelques jours, donc profitons-en. En espérant que cette année soit un peu plus normale que celle qu'on a eue l'année dernière. Donc bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire sur notre série d'Automation Studio. Donc je suis Erwan Deschamps et je suis avec mon collègue aujourd'hui Vincent Rémillard, qui est Bonjour tout le responsable du monde. support Félix, et qui va donc faire la présentation sur le thème d'aujourd'hui de concevoir et simuler rapidement vos blocs forêts en 3 dimensions. Comme la dernière fois, cette session se divisera en 2 parties. Vincent, est-ce que tu peux juste... Ouais, parfait. Très bien. Donc, voici un peu l'agenda de la session d'aujourd'hui. Donc, la première, il y aura d'abord une première partie, donc présentation PowerPoint que Vincent expliquera un petit peu rapidement. Ensuite, on va aller directement sur comment créer votre circuit et le valider en simulation. Ensuite, on va voir 2 manières de créer un bloc avec notre nouveau module, soit un mode automatique, soit un mode manuel. On passera ensuite par la simulation du bloc, tout ce qui est analyse de perte de charge. Donc, tous ces éléments en fait seront expliqués. Et finalement, on passera sur la dernière étape qui est la finalisation d'un projet de bloc forêt, d'autres fonctionnalités, l'aspect documentation. Bien sûr, on refera un petit bilan sur les différents les différents points qu'on a vus. Donc, première partie, présentation. Deuxième partie, ce sera une séance de questions-réponses. Donc où on répondra en fait à vos questions, certaines questions qui auront pu être posées pendant la présentation et d'autres si vous en avez après. Vincent, si tu peux avancer, juste pour rappeler aussi, aujourd'hui, comme vous avez vu, donc aujourd'hui c'est ça, c'est le thème de concevoir et simuler rapidement. La semaine dernière, on a fait une présentation sur comment optimiser votre travail quotidien en utilisant les catalogues manufacturiers. Donc cette séance de mardi dernier a été enregistrée. La séance d'aujourd'hui sera aussi enregistrée et suite à celle-ci, toutes les personnes qui sont inscrites, vous recevrez, comme vous avez reçu pour la semaine dernière, un lien. La semaine prochaine, on regardera comment analyser les modes de défaillance, leurs effets, leur criticité AMDEC. Donc pareil, un nouveau module qui a été développé avec la dernière version. Ensuite, la semaine suivante, le 9, on regardera comment simuler rapidement et efficacement les applications. La semaine suivante, le 16, le programme, ce sera pour comment concevoir des machines multitechnologiques. Et finalement, la dernière séance de cette première série de webinaires sera sur comment automatiser vos systèmes pneumatiques et hydrauliques industriels. Vincent, si tu peux avancer à Oui, la prochaine. Ok, parfait. juste pour rappeler le système, c'est-à-dire que vous avez une boîte de discussion, de questions où vous pouvez poser directement vos questions. Je serai à même avec, on a notre collègue Denis Lenoc qui est présent aussi, qui sera à même aussi de pouvoir répondre si vous avez des questions. Donc on répondra directement dans la boîte, dans le chat. Et pour certaines questions qui seront peut-être qui nécessiteront peut-être un peu plus de détails ou de présentation, eh bien, on les mettra à la fin dans la partie questions-réponses. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Et donc là, maintenant, je vais laisser la main et la parole à Vincent pour la Parfait. présentation. Donc, revenons au plan. Je vais m'y référer tout au long de la présentation. Donc, le premier volet, c'est d'Automation Studio. D'Automation Studio. J'imagine certains d'entre vous, là, je vois un peu les personnes se connecter. Vous avez quand même, vous êtes familier avec Automation Studio. Certaines autres personnes un peu moins. Donc, juste résumer un peu comment ce module-là va s'opérer ou comment les manipulations vont se faire. C'est le but tout au long de la présentation des exemples simples. J'ai quelques exemples un peu plus complexes pour la fin de la présentation, dépendamment du temps qu'il y a. Montrer un peu l'éventail des blocs forêts que vous êtes en mesure de concevoir avec cet outil-là. Donc, le premier volet, c'est d'Automation Studio. En lien avec le webinaire de la semaine dernière, c'est pour ça qu'on voulait les aligner les deux à la suite des autres. Vous êtes familier pour la plupart avec les catalogues manufacturiers. Tels qu'introduits la semaine dernière, certains de ces catalogues-là, ce sont des catalogues de valves en cartouche vissées. Donc, vous voyez un peu toutes
les catalogues pour une première version qui seront disponibles. Il y en a d'autres qui sont en création ou en développement, c'est-à-dire ajouter l'information nécessaire pour le routage ou les connexions de 3D. Okay? Donc, vraiment, le but de ce webinaire-là, c'est juste d'explorer un peu les fonctionnalités, de vous faire vous habituer à où trouver les fonctionnalités le jour où vous allez commencer à utiliser l'outil, puisque la session va être enregistrée. Vous allez pouvoir vous y référer dans un premier temps rapidement, le temps qu'on offre des formations un peu plus complètes axées sur votre mode de création de blocs. Okay? Donc, je commence par un petit circuit très simple. Donc, dans Automation Studio, j'affiche ma grille et je vais me créer un schéma très simple. Donc, j'ai de mouvoir ce cylindre-là par un bloc foré. Donc, j'insère ma pompe. Je vais aller dans mes catalogues, donc commencer par le premier ici. Je vais aller me chercher une première valve. Donc, une valve 3 voies qui va me permettre d'acheminer le débit à mon cylindre. Donc, dans le catalogue Explorer, vous savez maintenant qu'il y a possibilité de configurer le produit. Je peux, pour le plaisir, montrer que chaque produit vient avec son visualisateur 3D. Donc, cette information-là 3D, on va la réutiliser plus tard pour la configuration du bloc. Donc, j'arrive ici et je choisis les options selon les performances attendues ou selon certaines caractéristiques de mon bloc foré, où il doit opérer, aluminium, acier, ainsi de suite. Donc, je choisis, allons-y aléatoirement, je choisis une terminaison, un bloc. Donc, vous voyez, mon 3D, c'est bel et bien, donc je me réfère au 3D pour m'assurer que c'est bel et bien la valve que je désire insérer. Et voilà, j'ai mon composant qui est prêt. Que je peux insérer dans mon circuit. Ce qui est intéressant, c'est que les blocs peuvent facilement contenir plus d'un manufacturier, donc ce n'est pas des blocs un manufacturier unique. Donc, juste pour vous montrer, je vais aller me chercher une petite protection. Donc, allons-y, m'assurer que les données techniques, le débit maximum, la pression maximum, je suis OK avec mon application. Donc, même concept. Même principe, je m'en viens ici et je configure ma pièce avec des options que je désire pour mon bloc. Okay? Donc ça, c'est vraiment un petit rappel de ce que vous avez vu, ceux qui ont assisté au webinaire de mon collègue Richard de la semaine dernière. Je prends mes composants, je les mets sur mon circuit. Okay? Je ferme ça pour l'instant. Voilà. Il me reste à faire mes quelques connexions. Donc, je peux insérer des réservoirs ici. Je vais mettre le symbole de réservoir. Et je clique d'un port de connexion à l'autre. Et voilà, j'achemine ça ici, là, et voilà. Donc, je me crée un circuit vraiment de base. J'ai prévu que ce soit simple, juste pour qu'on focus sur les fonctionnalités de l'outil plus que sur la complexité du circuit hydraulique. Donc, j'ai mon circuit qui est prêt. Dans Automation Studio, ce qui rend unique cet outil-là, comme vous le savez, c'est que je peux déjà préalablement, avant même de concevoir mon bloc 3D, je peux faire quelques tests. Vous voyez, Automation Studio étant un outil de simulation 1D. Donc, ce schéma-là, tous les composants contiennent des données techniques. Donc, juste pour rendre mon circuit un peu plus réactif, je vais augmenter la constante de rappel. Donc, vous avez dans chacun des composants la possibilité, comme vous le savez, de modifier toutes les données techniques. Et bon, je m'assure que dans mon circuit, j'ai assez de, vous voyez, déjà un problème de connexion, ça part mal. Il me restait à connecter. Voilà. Donc, la simulation permet vraiment de s'assurer que le schéma est bien respecté, avec la logique du schéma. Mais comme on va le voir plus tard, je peux vraiment aller plus en détail dans les paramètres techniques ou les données techniques pour m'assurer que les performances de mon bloc soient optimales. Okay? Donc, la création du schéma est faite en 2D avec des composants manufacturiers. OK, c'est maintenant à partir de là qu'on va montrer comment transformer un circuit Automation Studio, comme vous avez l'habitude d'en faire pour plusieurs d'entre vous, en projet bloc foré. Pour ce faire, vous allez voir dans l'onglet fluide ici, on a rajouté des fonctionnalités. Vous allez pouvoir les retrouver dans une bibliothèque ou dans un catalogue spécialisé aussi. Donc, la première fonctionnalité, c'est vraiment le cadre de connexion. Donc, c'est un cadre qui a été développé, mis disponible pour
le projet Bloc Forêt. Vous voyez un icône assez représentatif. Voilà, donc j'entoure, je ceinture tous les composants pour lesquels je veux considérer et que je veux considérer dans mon projet de bloc. Donc, j'entoure mes composants. Et là, je vous ai dit, j'ai le moyen de créer des paires de connexion unitaires. Donc, je crée un pare de connexion unitaire ici, à chaque intersection entre mon cadre et mes conduites. Ou, encore plus simplement, dans le but de gagner en efficacité, vous allez apprendre le bouton droit sur le cadre. Donc, toujours, le bouton droit de la souris ouvre plein d'options spécifiques. Donc, sur le cadre, ça me permet automatiquement de créer toutes les paires de connexion automatiquement. Bon, vous voyez, c'est peut-être pour les besoins de mon circuit. Vous voyez, je peux déplacer les identificateurs, et ainsi de suite. Bon, est-ce que c'est des parts peut-être un peu gros? Ça, c'est à vous de voir quand vous concevez votre bloc. Donc, en tout temps, le pare de connexion est un objet qu'on peut configurer. Donc, je peux me permettre de le réduire un petit peu, sachant que mes valves, peut-être leur débit nominal est un peu plus petit. Donc, d'un demi-pouce, je passe à 3/8 de pouce. Comme pour les composants, les parts sont des objets qui peuvent être sélectionnés parmi une gamme de standards qui existent sur le marché. Et selon le standard que vous utilisez, vous avez le choix d'utiliser vraiment les parts de connexion que vous voulez. Donc, j'ai inséré mes parts. Maintenant, je les configure, m'assurer qu'ils sont d'une dimension acceptable pour mon application. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai ces objets-là insérés, juste une petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, vous auriez pu aussi, et ça ouvre, utiliser, c'est vraiment votre mode de prédilection, donc des fonctions Automation Studio ou un catalogue d'éléments qui lui contient en plus du cadre et des paires de connexion qui sont configurables de la même façon que les composants, contient certaines interfaces, donc intéressant, des interfaces pour les setups, donc les DO3, les valves un peu plus industrielles ou standardisées. Donc, ces interfaces-là peuvent être insérées pour créer un bloc et les considérer lors du routage 3D. Et également la possibilité de créer un composant personnalisé. Avec certains, une quantité de parts de connexion selon vos besoins. C'est bon? Donc, une fois que j'ai mes composants, maintenant, petite fonction supplémentaire vraiment de sélection. Donc, je sélectionne, je pourrais nettoyer un peu les identificateurs. Donc, je sélectionne, m'assurer que les parts de connexion et mon cadre sont tous sélectionnés. Et c'est vraiment, bouton droit encore, par cette fonction que je génère, que j'identifie tous mes composants, mon cadre, mes parts, comme faisant partie de mon projet Bloc Forêt que je désire concevoir. Donc, vous voyez maintenant que j'ai conçu mon bloc, c'est vraiment une entité en soi. Si vous désirez faire des modifications par après, vous voyez maintenant j'ai un symbole de crayon qui vient de s'ajouter au moment où j'ai créé mon bloc. Donc, au moment où je crée, j'ai réaccès à mes composants. À ce moment-là, je peux utiliser des outils de visualisation, si je veux afficher les parts de connexion, si je veux afficher les identificateurs des composants, des valves, des parts, et ainsi de suite. Donc, même principe, si je choisis ça, je peux identifier toutes les parts, P1, P2, P3, les valves que j'ai. Bon, Z1, c'est l'identificateur du cadre. C'est le choix qu'on a fait. Donc, vous voyez un peu, je commence à avoir de l'information qui, plus tard, sera utile pour mon routage 3D. Donc, c'est vraiment, ça complète la partie 1, je pense. Erwan, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter sur cette fonction-là. Donc, c'était vraiment un petit retour rapide sur comment créer votre projet Bloc Forêt d'Automation Studio. Donc, on a créé un circuit vraiment très simple pour les besoins de la cause aujourd'hui. Et par la suite, on a appris comment transformer ce projet de simulation 1D d'Automation Studio ou de schéma 2D en un projet Bloc Forêt qui, dans la deuxième partie de la présentation, on va router ensemble, mais de façon automatique. Okay? Donc, parfait, je passe à la deuxième partie de la présentation.
Pour ce faire, donc, pour lancer vraiment l'éditeur 3D, la conception en 3D, vous voyez ici, j'ai un symbole de cube. Donc, très simple, on double-clique sur ce symbole-là et ça va lancer, ça va ouvrir l'éditeur 3D. Je crois que par défaut, il ouvre sur mon deuxième écran, ce ne sera pas long. Je vais le ramener dès que l'ouverture est terminée. Parfait. Donc, je mets ça ici et j'ouvre. Donc, quand vous cliquez sur le cube, c'est la fenêtre que vous allez avoir. Donc, vous voyez l'identification ici, comme quoi le bloc, ben, il n'est pas routé. L'information supplémentaire, vous allez voir, il va y avoir un symbole vert le jour où la conception 3D va être validée. Et si jamais je fais des modifications, il y a une synchronisation qui sera demandée pour remettre le bloc à jour. Hein? Donc, laissez-moi juste agrandir tout ça. J'ai mon bloc 2D, tout a été configuré. Maintenant, je veux vraiment lancer la création automatique du bloc. Okay? Pour ce faire, très simple, vous avez le bouton ici. On explorera un peu certaines contraintes, certaines préférences, mais pour vous montrer à quel point certaines formations de une petite mise à jour de la BD est requise, ce sera fait donc, vous voyez, l'algorithme se met à calculer en fonction de la logique 2D que vous voyez à gauche de votre écran, se met à calculer des solutions potentielles, donc des solutions qui respectent la logique de connexion entre les parts du bloc et les parts de chacun des composants. Et le logiciel prépare des solutions. Bon, c'est un bloc simple, donc assez rapidement, je vais réussir à avoir mes 100 solutions, mais en tout temps, vous pouvez cliquer sur le bouton si vous voulez déjà commencer à travailler sur le bloc. Okay? Et pendant que vous commencez à travailler sur le bloc, le logiciel, lui, va continuer à créer d'autres solutions qui sont d'intérêt. Donc, vous voyez, en même temps que je crée automatiquement mon bloc, des 100 solutions qui ont été trouvées. Donc, ma fenêtre solution de routage était active. Vous pouvez naviguer. Vous pouvez naviguer dans cette fenêtre-là et vous avez accès. Vous pouvez voir un peu l'algorithme de routage automatique, le bloc qu'ils ont créé. Donc, certaines statistiques sur le nombre de perçages, sur le nombre de bouchons de fermeture, sur le poids du bloc, c'est un critère de sélection pour vous, sur le nombre de... la longueur des perçages totales et ainsi de suite, les dimensions. Et aussi, vous pouvez naviguer dans cette interface-là. Hein? Vous pouvez tourner le bloc. Donc, vous avez vraiment une information également visuelle qui permet de voir est-ce que vous préférez avoir votre solénoïde à gauche, en haut, sur telle ou telle face. Donc, c'est des solutions qui ont été trouvées. Donc, vous pouvez déterminer celle qui vous semble la plus élégante. Donc, celle-là, les parts de connexion selon votre application semblent bonnes. Vous préférez travailler avec celle-ci, même s'il y a un bouchon de plus, vous la prenez, vous cliquez de déposer et c'est maintenant cette solution-là qui est la solution en cours pour travailler. Hein? Donc, c'est vraiment l'autocréation de blocs donne une multitude de solutions. Allez voir, ces solutions-là ne sont pas figées, on va le voir un peu plus tard, il y a quand même moyen de modifier les parts. Mais souvent, à ce stade-ci, probablement que certains posent la question, okay, est-ce qu'il y a des critères de présélection? Comment l'algorithme détermine comment positionner les composants, les parts sur le bloc? Donc, à ce moment-ci, laissez-moi juste agrandir ça. Vous avez sur le logo d'Automation Studio, vous avez les préférences du logiciel. Donc, il y a une multitude d'options. On va explorer les onglets pertinents pour l'auto-routing. Donc, parler de positionnement. Certaines faces peuvent être prédéfinies comme étant préférées. Donc, vous pouvez forcer certains types de composants, par exemple celles avec les longues cavités, celles avec les solénoïdes, les bobines, d'être mis sur le haut en priorité. Donc, le logiciel va essayer, l'algorithme va essayer de prioriser vraiment les niveaux de priorité 1. Donc, très facilement, vous pouvez changer les priorités des faces pour certains types de composants. Et si jamais il ne trouve pas de solution ou impossible de tout rater, alors à ce moment-là, il va aller à la priorité 2, 3 et ainsi de suite. Hein? Donc, c'est comme ça que le logiciel détermine certaines faces préférées pour certains composants. Hein?
Autres critères pris en compte lors du routage automatique. Bon, certains d'entre vous trouvent peut-être que mon bloc par défaut pourrait être un peu plus compact. Bon, ça, la cause que le bloc est peut-être pas encore optimisé aux yeux de certains, c'est qu'on a pris en compte certains dégagements. Et ces dégagements-là, par défaut, ils sont moins permissifs que plus permissifs. Donc, s'assurer que quand même le bloc respecte certaines contraintes au niveau de la distance entre un composant et une face du bloc, des composants entre eux. Et ces zones de dégagement-là sont vraiment en fonction du matériau utilisé. Hein? Donc, vous pouvez spécifier ça, mettre ça dans un template pour la réutilisation plus tard. Hein? L'autre onglet, c'est vraiment certains critères d'optimisation. Donc, certains positionnements de composants qui pourraient amener à des problèmes au niveau de la fabrication, donc des problèmes de parois minces, entre autres, ou des arêtes vives. Donc, vous pouvez forcer ou éviter certains types de positionnement dans votre algorithme également. Okay? Donc, il suffit de cocher selon certains schémas ou selon certains positionnements que vous voulez éviter ou forcer. Okay? Pas plus compliqué que ça. Au niveau du bloc, donc si vous désirez identifier différemment le nom des faces, changer les couleurs d'extrusion, donc vous avez cette information-là. Donc ici, le bleu un peu plus royal signifie que ce sont les faces d'extrusion, tandis que le gris signifie les autres faces, ainsi de suite. Bon, certaines couleurs, possible de jouer avec la coloration des conduites individuellement également. Hein? Les deux autres onglets très importants au niveau de la personnalisation de l'outil. Donc, si vous voyez, le premier onglet, c'est au niveau des bouchons de fermeture. Donc, c'est possible de charger dans le logiciel, par le bouton ici, un catalogue de bouchons à expansion ou de bouchons filetés. Hein? Et vous pouvez sélectionner ceux que vous désirez prendre en compte. Donc, s'assurer que les bouchons sont disponibles à la manufacture ou pour la personne qui va fabriquer les blocs, s'assurer que dépendamment du type de bouchon, ils sont disponibles pour finaliser le bloc. Hein? Même principe pour les jeux de forêt. Donc, les jeux de forêt, vous pouvez précharger. Il faut avoir plusieurs jeux de forêt si vous avez plusieurs sites de fabrication du bloc. Vous pouvez choisir les unités. C'est important les unités de les configurer avant de commencer un projet, et ainsi de suite. Donc, en gros, oui, il y a certaines autres règles de perçage. Ça, c'est vraiment comment vous voulez que vos perçages soient pris en compte. Okay? Si vous voulez aller jusqu'au bout de la connexion ou, encore une fois, beaucoup d'intelligence mis dans le logiciel ou d'expérience, je devrais dire. Hein. C'est 15 ans de travail avec des fabrications de blocs qu'on met dans ce logiciel-là. Vous pouvez même prendre en compte dans l'algorithme. Ça leur a rien servi vraiment. C'est certains parts particuliers. L'algorithme, une petite parenthèse, peut, si jamais les composants s'y prêtent bien, c'est-à-dire que la grosseur des parts, la configuration du bloc s'y prête bien, l'algorithme va détecter que des conduites obliques peuvent être faites. Et j'ai un petit exemple plus tard, là, dépendamment du temps, pour vous montrer une configuration automatique ou une conception automatique de blocs 3D avec des conduites obliques. Okay? Donc, ça complète vraiment les options importantes pour le routage automatique. Donc, ce volet-là, vous voyez, ce volet-là de routage automatique s'adresse à tous ceux qui veulent vraiment une idée rapide du bloc. Comparativement au schéma. Si vous voulez améliorer la discussion ou la communication avec les fabricants de blocs, vous êtes un designer hydraulique, votre métier, c'est pas nécessairement la fabrication de blocs, donc un algorithme qui vous permet de créer automatiquement un bloc vraiment simplement avec certaines contraintes. Hein? Donc, ça complète le volet création automatique du bloc. Donc,
toujours pas de questions, gênez-vous pas, hein, de déposer maintenant si jamais vous ne voulez pas les oublier. Donc, Erwan, hein, peut y répondre au fil de la présentation, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous n'êtes pas tenu d'attendre de poser vos questions écrites. Donc, gênez-vous pas là, pour prendre un peu la présentation interactive. OK? Donc, j'efface tout ça. Hein, j'efface tout ça ou, bon, plutôt que de d'effacer, j'aimais bien cette configuration-là. Ça m'amène à commencer à parler de certains outils. Donc, le premier pourrait être le gestionnaire de blocs forêt. Cette fonction-là a été obtenue de façon automatique. Elle me plaît bien, mais j'ai le goût d'aller tester d'autres fonctions manuelles avec d'autres contraintes pour le bloc de positionnement. Donc, très simplement, lorsque vous ouvrez le gestionnaire de blocs ici, ça vous permet d'archiver cette solution-là. Donc, elle est enregistrée. Je pourrais m'y référer. Plus tard ou la ressortir, la modifier quelque peu. Donc, c'est vraiment une ébauche d'une solution. Vous n'êtes pas encore certain si c'est l'optimal, mais vous voulez quand même la conserver parce que vous sentez que vous avez fait un progrès important dans la conception. Vous sauvegardez ça dans votre gestionnaire de blocs forêt. Que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, j'ai sauvegardé mon bloc et maintenant, ça me permet de vraiment de recommencer à zéro. Donc, certains d'entre vous, surtout ceux qui sont vraiment dans la conception de blocs, pour un bloc simple comme ça ou des blocs vraiment plus complexes, vous voulez un peu plus de flexibilité. Là. Vous voyez par le schéma de 2D que vous avez ici certains patterns, là, certaines répétitions ou certaines optimisations que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin d'un algorithme pour ça, que votre expérience parle déjà. Donc, la façon de procéder, vous voyez ici, j'ai certaines options vraiment pour redimensionner mon bloc. Donc, je commence avec un bon bloc. Vous allez voir, je vais pouvoir le réduire par après. Donc, j'ai un bloc assez gros qui me donne une bonne flexibilité pour positionner mes composants là où je les désire sur mon circuit. OK, donc, scénario très simple. On vous demande, vous avez comme contrainte de mettre toutes les parts sur le devant. Okay? Vous allez sur le schéma, juste question de faciliter un peu. Je n'en ai pas parlé, mais au moment où on crée le bloc, vous voyez un onglet spécialisé. Cet onglet spécialisé-là contient des fonctions vraiment propres au projet, au circuit de bloc forêt. Hein? Donc, ce qui peut être intéressant, bon, j'ai configuré tous mes composants, mais si jamais il y a un composant qui a une configuration qui est incomplète, vous pouvez les identifier. Pour le design ou la conception manuelle du bloc, vraiment un outil important, c'est les composants qui ne sont pas utilisés. Donc, vous voyez clairement l'encadré bleu ici me montre que pour l'instant, j'ai aucun composant encore de positionner. Okay? Donc, comme je vous disais, contrainte où je veux me lancer en mode manuel avec comme contrainte de mettre toutes les parts sur le devant du bloc. Très simple, je prends les composants ici et il faut vraiment, excusez-moi, que j'aille à l'intérieur du bloc pour avoir accès aux composants individuels et je me mets à positionner les composants. Hein? Donc, mon port 1, il est positionné, vous voyez l'encadré bleu disparaît, je positionne le deuxième et j'avais dit l'autre part aussi. Donc, je positionne mes trois parts sur mes faces comme ça ici. J'ai vraiment l'attitude de les mettre où je veux. Lorsque bouton de droit, ou sinon, si vous préférez y aller vraiment en mode précision dans vos déplacements, vous avez accès par un bouton de droit à vraiment définir la position par rapport à l'axe de référence que je ne montre pas encore. Vous allez voir ici dans affichage, l'axe de référence. Donc, vous pouvez le changer assez facilement. Hein, changer l'axe de référence. Donc, vous avez coordonnées X, Y, Z. Vous pouvez positionner chacun des parts ou des composants exactement là où vous voulez. Vous pouvez définir un angle de rotation. Certaines modifications sur le bouton droit vraiment qui vont vous faire sauver énormément de temps lors de vos manipulations de l'outil. OK, parfait. Donc, j'ai mes parts connectées sur la face de devant. Vous voyez que ce composant-là, visuellement, on voit qu'il y a un lien quand même, il y a une connexion avec ces parts-là. Donc, on l'amène. Vous voyez?
OK. Donc, vous voyez très clairement via ce qu'on appelle des bindings, des bindings. Vous voyez que bon, et la coloration aussi, on me dit tout de suite, je me dis tout de suite que ben, le port 1 par rapport au port 2, bon, peut-être je pourrais hein, les changer un peu de positionnement. En mode 3D, c'est vraiment le but de l'outil, c'est d'être au plus simple, de ne pas avoir à apprendre un nouvel outil. Donc, le bouton central de la souris me permet de tourner mon bloc. J'aurais peut-être dû mentionner ça plus tôt. Et si jamais je veux fixer une face, donc me mettre en projection orthogonale, il suffit de cliquer sur la face. Donc, très, très simplement, ça va me permettre d'aller aligner mon port vers ici, mon port 2 avec le port de ma relief, un peu plus précisément. Okay? Donc, je prends mon port de connexion et vous voyez quand j'ai un alignement vertical, la couleur change et jusqu'à un alignement également horizontal. Donc, je me retrouve dans un positionnement où ces deux composants-là sont parfaitement alignés un avec l'autre. Okay? Et là, pour effectuer la connexion, plein de choix s'offrent à vous, dépendamment de la complexité, dépendamment de ce que vous préférez faire et autres. Donc, très simplement, je peux sélectionner ce port de connexion-là et je peux cliquer sur Générer perçage. Donc, s'il y avait plusieurs composants connectés, je pourrais choisir avec quel autre port de connexion je désire effectuer ma connexion. Donc, dans ce cas-ci, c'est simple, c'est lui ici. OK? Donc, même principe pour ce port-là. Oups. Donc, on clique sur la face, on se met en orthogonale et je me fais un alignement. Donc, lui, je ne pense pas réussir à trouver un alignement vertical ou si je le trouve, vous voyez que ça ne fait pas de sens là. Vous voyez, le rouge m'indique impossible que je puisse mettre ces deux parts de connexion-là à proximité. Donc, je vais vraiment me remettre en orthogonale et je vais dégager mon port un petit peu, aller me chercher quand même un alignement qui est en ligne avec mon composant. OK. Autre mode de création. Je peux sélectionner mon binding ici. Okay. Et je peux aller me générer le canal. À ce moment-là, il va prendre toutes les parts de connexion qui sont liées entre eux et il va essayer de créer le canal avec le bon dimensionnement. Okay. Ça va? J'aurais pu aussi vraiment y aller par un étirement d'un port de connexion. Ce que je veux dire par étirement, je sélectionne mon port de connexion et je l'étire. Okay? Et ça m'amène également une connexion vraiment au centre de mon autre composant. Okay? En tout temps, vous avez aussi la possibilité de changer, de raffiner, de modifier le diamètre de perçage avec les angles de pointe. Donc, toutes les propriétés du perçage peuvent être modifiées manuellement également. Okay? Toutes les fonctions que je vous montre là étaient quand même disponibles au moment où j'avais créé mon bloc automatiquement. Donc, il y a vraiment le mode hybride également qui est à privilégier. Donc, vous lancez le routage automatique, vous avez une première solution et de là, vous manipulez comme je le fais présentement. OK? Donc, j'en reviens à cette sélection-là. Voilà, j'ai ce composant-là qui sont positionnés. Je retourne à ma vue 2D. Il me manque ce composant-là. Autre contrainte que souvent est imposée, c'est d'avoir les composants solénoïdes sur le dessus pour accessibilité, pour connexion du câblage et ainsi de suite. Donc, je prends mon composant solénoïde et je l'amène sur le dessus. Okay? Donc là, ça m'amène tout de suite à voir que j'ai un problème. Si je veux connecter ce port-là avec ces composants-là, il faut que j'abaisse mon groupe de composants. Ça m'amène à vous parler d'une petite fonction très utile lorsque vous avez déjà des composants qui ont été connectés de façon satisfaisante. Vous pouvez activer un mode de déplacement combiné. Donc, si je prends mon composant et je l'abaisse, vous voyez, il est seul à se déplacer. Tandis que si j'utilise un mode combiné, là, à ce moment-là, je prends mon composant et tous les composants qui sont attachés se retrouvent à être connectés. Donc, je peux même étirer mes connexions si je veux. Donc, ça me permet d'abaisser ma valve, ma soupape de sécurité ici. Et ça va me permettre, en cliquant sur la face du dessus, de venir m'assurer que, il faut que je désactive le mode combiné, m'assurer que mon déplacement m'amène à, et voilà, un alignement parfait. Et à ce moment-là,
vous avez toujours le choix connexion d'ici à là. Et voilà, ma connexion est effectuée à ce niveau-là. OK? Donc, même principe, très rapidement. Donc, vous voyez, c'est des petits résumés. On s'en vient ici. On fait un alignement parfait. Est-ce que mon composant est bien? Oui, j'ai de l'espace. Encore une fois, j'aurais pu activer, rapprocher ce composant-là, mais on va utiliser une autre fonction plus tard pour finaliser ça. Donc, je suis ici et je génère ce canal-là. OK. L'autre méthode pour créer des paires de connexion, ça va m'amener à... donc, je m'en vais. Tous mes composants sont positionnés. Il me reste seulement à connecter cette part-là avec mes connexions mauve, violette ici. Donc, je m'en vais dans l'explorateur de bibliothèque et vous avez certaines fonctions spécifiques. Hein? Donc, si je veux, je n'aurai pas le choix de faire un perçage à angle droit. Ici, si je veux connecter, c'est pour respecter mes contraintes de positionnement. Donc, je me crée un pare ici et j'amène un pare, excusez-moi, un trou de perçage, pas un pare, les pares sont déjà toutes positionnées. Donc, je me crée un perçage et je l'amène sur un composant. Donc, si je l'amène ici, automatiquement, il va prendre la dimension du canal ici. Bon, c'est un peu gros pour ça ici, donc je vais préférer aller me chercher un perçage et le connecter en fonction ici. Donc, ce perçage-là, je peux quand même le déplacer là où je veux. Hein. Donc, encore une fois, il est associé au port de connexion mauve que j'ai choisi, mais je le déplace, je l'aligne parfaitement et voilà, ça me fait un premier routage. Petite fonction intéressante, je pourrais aussi aller percer sur le côté opposé. Hein? Donc, certaines configurations très simples, des fois, vous percez, vous vous rendez compte que non, en perçant de l'autre côté, je réduis mon perçage. Donc, c'est possible de le faire. Dans ce cas-ci, bien évidemment, il va falloir que je le ramène sur la face opposée. Et il me reste encore un perçage. Donc, pour s'assurer que le diamètre soit le même que celui-ci, je vais encore une fois aller associer mon perçage automatique à ce composant-là. Et lui, je vais le percer du dessus. Et je vais m'assurer que je vais avoir un alignement dans une direction. Il va falloir que je le déplace un petit peu. Voilà. OK. Et perçage de cette conduite-là. Je peux faire un perçage concentrique, je n'aurai pas besoin ici. Sinon, je peux allonger jusqu'à ce que j'atteigne ma connexion. OK? Donc, j'ai résolu toutes mes connexions de façon manuelle. Mais vous voyez, le bloc est un petit peu vraiment pas optimal, pas très compact. À ce moment-là, vous pouvez réutiliser les poignées. Vous voyez que vous êtes en mesure quand même de réduire. Et moi, je crois que si je me mets dans cette direction-là, poignée de ciment, si je réduis le bloc, vous allez voir tous les composants devraient suivre. Autre fonction intéressante, c'est que maintenant que toutes vos connexions sont faites en fonction de certaines contraintes que vous avez fait, vous pouvez compacter le bloc. Donc, ça m'amène automatiquement, avec la configuration des composants que j'ai, à vraiment maximiser, la dimension du bloc, toujours en respectant les contraintes de positionnement que j'ai prédéfinies. OK? Donc, juste résumer, ça conclut le premier volet du mode manuel. Je vais vous montrer certaines fonctions pour des blocs un peu plus gros qui pourraient devenir intéressantes. Pour l'instant, je pense que on est dans les temps ou à peu près. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur le volet création manuelle ou certaines fonctionnalités que je viens de couvrir, vraiment aucun problème. Posez-les. Erwan, je vois déjà, il s'active à répondre à quelques questions qu'on a. Bon. Prenons le bloc comme finalisé, construit, ou en instant d'être finalisé. Vous pensez que le bloc est optimal, mais encore une fois, comme critère d'optimisation que l'outil vous permet, unique à Automation Studio Live, c'est de simuler.
le bloc. Ce que j'entends par simuler, c'est que vous avez ici votre bloc en 2D. Vous avez votre bloc avec tout le routage 3D. Donc, si je m'en vais dans l'onglet simulation, une des choses très intéressantes dans le but de tester le bloc, s'il y a vraiment des choix de composants douteux ou vous voulez comparer plusieurs blocs, hein, l'outil vous permet de créer plusieurs blocs forés. Vous n'êtes pas limité à un seul. Hein. Je pourrais facilement arriver ici, me créer un circuit identique avec un manifold, mais avec un routage complètement différent. Je pourrais aussi avoir un autre choix de composants pour la même fonction. Donc, vous avez un volet où vous pouvez comparer plusieurs blocs entre eux. Comparer au niveau conception 3D uniquement, mais aussi comparer différents blocs, différentes configurations au niveau des performances désirées. Donc, je me limite à un seul pour l'instant. J'en reviens à ma configuration. Ici, à mon positionnement. Donc, je m'en vais au niveau simulation. Ce que ça m'amène, comme vous voyez, je n'ai plus accès à la simulation interne du bloc. Pourquoi? Mon bloc ici n'a pas été finalisé. Juste un. OK. J'ai peut-être moyen d'essayer de voir si la simulation vraiment, mon mode de simulation, c'est lequel est activé. Essayer de revoir ça. OK, c'est peut-être l'accès à ma licence. Je ne sais pas si. OK, attendez juste un petit peu. J'avais un bloc tout prêt ou laissez-moi juste revoir si le bloc que j'avais configuré préalablement, peut-être qu'il me manque quelque chose pour le finaliser ou j'ai des contraintes non respectées. Donc, si je m'en vais dans le gestionnaire de blocs, je reviens avec. Donc, je récupère ma solution préalablement choisie, voir si elle simule, sinon il faut que je relance l'application. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Mon bloc n'était pas finalisé ou j'avais peut-être pas validé certaines erreurs. Donc, il manquait la finalité du bloc. Donc, cette fonction de simulation, comme vous voyez, j'ai une synchronisation entre les colorations des conduites entrantes et sortantes du bloc. Et j'ai également une animation en 3D qui me permet vraiment de voir mon écoulement, où est-ce qu'il se situe, une fonction très, très importante, parce que la géométrie ici 3D, c'est vraiment elle qui va dicter les paires de charge de mon circuit. Donc, de façon très, très simple, je m'en vais ici et je peux naviguer comme ça en 3D. Et quand je positionne, bon, c'est peut-être ici à vos écrans, mais je vois à partir de mon port de connexion vers ma sortie, le niveau de pression que j'ai. Hein? Et à mesure où je circule, vous voyez, le niveau de pression diminue. Donc, je suis rendu à 260 bars. Et donc, des suites de mon composant, je suis rendu à 0,86 bars. Donc, vous êtes en mesure de mesurer lequel des canals ou lequel des canalisations vous génère le plus de perte de charge. Donc, vous voyez aussi comme troisième donnée disponible, c'est la température. Donc, si la simulation thermique est activée, vous allez voir un bloc comme ça où j'ai un bon débit qui circule dans une relief, l'échauffement. Donc, l'huile à la sortie du bloc va être plus chaude que l'huile qui rentre. Donc, le volet simulation thermique est quelque chose qui va être couvert dans le webinaire dans 2 semaines, je crois. Donc, vous voyez, l'analyse du mode de simulation en 3D, vous avez toujours accès au mode de simulation en 2D ou aux prises de mesure en 2 dimensions, que ce soit par les instruments de mesure, les graffeurs et autres. Donc, quand j'active mon solénoïde, vous voyez, mon niveau de pression change. Donc, je suis en mesure de voir quel composant est activé, de mesurer les pertes de charge, de valider le fonctionnement de mon circuit hydraulique par la simulation. Hein? Donc, simulation en temps réel des performances de votre bloc
Autre donnée récupérée du 3D. Donc, si je m'en vais toujours dans mon onglet spécialisé, vous avez une table également. Donc, cette table-là, c'est vraiment un récapitulatif de toutes les CV, KV que vous avez d'un composant à l'autre, donc du port 1 au composant SV1. Okay? Donc, vous avez toutes ces données-là, donc très, très aisément, vous pouvez également visualiser là où les pertes de charge sont les plus grandes. Okay? Au petit volet, si jamais vous voulez retomber en mode simulation ou animation traditionnelle, c'est-à-dire comme on l'a toujours fait dans Automation Studio, vous pouvez également changer le mode de simulation. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus le bloc et sa configuration 3D qui va dicter les pertes de charge, c'est vraiment la configuration interne de chacune des conduites. Donc, comme vous avez l'habitude de le faire, chaque conduite est dimensionnée par son diamètre, une longueur, ou c'est la même chose pour les passages internes d'un bloc. Donc, vous avez la liberté également de dimensionner ces passages-là très, très facilement, rajouter des connecteurs, des adaptateurs, et ça vous permet également, dans ce mode de simulation-là, de récupérer l'animation interne. Donc, si vous voulez revoir la logique du bloc, le passage d'un mode de simulation à l'autre vous permet d'y arriver. OK? Donc, je vois. Bon, merci pour les questions. Il y en a quelques-unes qui se sont ajoutées. Erwan qui garde quelques questions pour la fin. Donc, la simulation du bloc, qui était vraiment la quatrième partie majeure de la présentation, vous donne comme avantage d'avoir un autre paramètre d'optimisation. C'est que oui, la dimension, le poids, l'accessibilité et ainsi de suite, mais également sans avoir besoin de recourir à un logiciel de CFD où vous avez accès en fonction de la géométrie au calcul quand même assez précis des pertes de charge là, en fonction du diamètre des conduites, en fonction de la géométrie, de toutes les bifurcations à 90 degrés, et ainsi de suite. Donc, ça vous amène un volet supplémentaire au niveau de l'optimisation de vos blocs à considérer. Donc, déjà plein de cas d'école qui ont servi. Donc, à recréer des blocs existants pour voir quels pouvaient être leurs défauts, ainsi avoir des idées par la simulation de comment les optimiser ou certaines causes éventuelles de problèmes. Donc, c'est disponible dans Automation Studio, maintenant synchronisé avec la conception 3D du bloc. OK? Dernier volet avant d'explorer peut-être certains autres aspects du logiciel, c'est la finalisation du bloc. Okay? Donc, vous êtes satisfait avec cette configuration-là. Bon, vous aurez pu le faire dès le début. Vous pouvez finaliser les paramètres du projet, nom du client, quantité, les paramètres du projet par défaut. Donc, ça se fait vraiment dans l'onglet paramètres du projet. L'assemblage 3D, ça c'est celui dans lequel on a le plus parcouru, on a exploré, puis on va continuer d'explorer un petit peu d'ici la fin de la présentation. Accès à la liste des composants, donc le BOM, les données techniques des composants, et vraiment au niveau de la documentation technique. Une fois que vous voulez finaliser votre projet, vous voulez envoyer ce projet-là dans le but de le fabriquer, mais ça vous prend un dessin technique et ou un dessin de production, bon, dépendamment à qui vous voulez envoyer ce projet-là. Donc, de la même façon qu'on l'a fait pour le routage automatique, il y a moyen, donc si je m'en vais ici dans mon onglet dessin technique, configuration courante du schéma, c'est là que vous allez trouver toutes les fonctionnalités pour changer la grandeur ou les dimensions du papier, paramètres d'impression, certaines annotations courantes, ainsi de suite. Et vous avez un paramètre quand même très utile de positionnement automatique. Donc, vous décidez qu'est-ce que vous voulez comme information sur votre dessin technique, vos projections privilégiées. Vous voyez, est-ce que vous êtes en mode premier diède ou l'inverse, donc règle main gauche, main droite, ainsi de suite. Au niveau des faces, vous choisissez. Okay, donc, je suis satisfait avec ça. Ça me permet de créer très, très simplement
ou de positionner automatiquement tous les objets que je veux voir apparaître, toutes les illustrations que je désire apparaître dans mon dessin technique. Okay? Donc, le schéma 2D, comme vous voyez, c'est pas un PDF statique, hein? C'est vraiment quelque chose qui est dynamique pour lequel vous pouvez agrandir le schéma si vous voulez. La vue isométrique, vous pouvez la changer de positionnement, vous pouvez l'agrandir. Vous vous rendez compte qu'il y a des vues, par exemple celle-là, qui ne sert pas à grand-chose. Donc, vous l'effacez, vous repositionnez très brièvement. Donc, d'entrée de jeu, vous avez un positionnement qui est correct, mais si vous désirez modifier, rapprocher certaines vues par rapport à d'autres, changer la vue centrale, vraiment pour avoir un look comme vous le désirez. Et voilà, vous finalisez votre projet comme ça. OK? L'autre dessin de production, moi je disais que c'était pas statique, qu'on pourrait explorer. Moi, je suis un peu vite sur ça, mais vous pouvez créer des notes, vous pouvez créer du dimensionnement, donc linéaire. J'arrive ici, vous avez tout l'accrochage qui est disponible, donc je pourrais venir d'ici à là, me créer une dimension. Donc, tout peut être standardisé, la police de caractères utilisée et autres. Donc, type de dimension ou une dimension linéaire, ordonnée. Je vais l'activer. Je vais activer ça ici. Et ça me donne. Oups. Je prends un. Et voilà. Je suis au niveau 0, 80, voilà. OK? Donc, vous finalisez la dimension de votre dessin technique, votre dessin d'assemblage. Et même principe pour le dessin de production. Donc, le dessin de production, c'est vraiment lui, vous pouvez le configurer, qui va vous donner l'information pertinente nécessaire pour avoir le positionnement des parts, donc tout ce qui est utile au niveau de la fabrication va être disponible. Donc, la dimension, le diamètre, le positionnement des faces encore là, hein, tout est... vous pouvez effacer ce que vous voulez, vous pouvez changer votre méthode de positionnement. Parce que c'était plus pertinent. Hein? Donc, vous finalisez ça avec tous les blocs. Vous pouvez insérer, hein? Vous pouvez mettre à jour les vues. Donc, quand vous modifiez votre bloc, automatiquement, tout est mis à jour. L'information sur les perçages, les outils utilisés également, les types de cavités, ainsi de suite. Hein? Donc, ça vous donne un petit éventail de tout ce qui est possible de faire. Donc, encore une fois, je vous invite à poser des questions sur ce segment-là. On est à peu près à 5 minutes avant la fin de la présentation. Donc, j'ai couvert un peu toutes les fonctionnalités. Si je peux finaliser ce segment 5, montrer qu'une fois que tout est créé, à ce moment-là, on peut vraiment finaliser le projet. Hein. On peut vérifier s'il y a eu des erreurs de conception. Dans mon bloc, j'en avais pas. Je pourrais essayer de voir. Moi, j'ai un bloc où est-ce que j'en ai certaines d'accepter. Donc, si jamais il y a des contraintes, une fois que vous dessinez, vous pouvez les accepter pour avoir un bloc compact si vous êtes expérimenté et qu'il y a certaines contraintes du logiciel que vous voulez outrepasser, très possible de faire très facilement, mais il va falloir accepter. Il faut que quelqu'un accepte ces erreurs-là ou ces modifications-là aux contraintes. Possibilité de générer un rapport avec toutes les erreurs de conception, donc un rapport en PDF. Donc, qui va contenir toutes les informations du projet, qui va contenir les composants, les différentes vues, vos dessins techniques tels que vous les avez finalisés. Okay? Donc, le classique également, comment j'exporte ça? Question commune, je pense que je l'ai vu également passer. Donc, l'export STEP est possible. Donc, vous exportez le bloc 3D, donc toutes ces dimensions exactes en format STEP, qui est récupérable par n'importe quel outil de conception assistée. Logiciel, c'est CAO. Ou il y a également des exports DXF possibles. Donc, ils peuvent être importés, que ce soit en 3D ou en 2D par
logiciels CAM, je ne sais pas en français, donc fabrication assistée par ordinateur, donc un FAO. La plupart des FAO peuvent soit ouvrir un STEP ou un DXF en 2D dans le but de servir de base pour reproduire la séquence de fabrication avant d'envoyer ça à la machine d'outils. Hein? Donc, c'est monsieur, oui, une question. J'espère que ça répond à la question. Le fichier STEP, des exports DXF aussi qui vont être disponibles. Des listes de perçage également. Donc, si jamais il y a le désir de reprogrammer via un FAO ou un contrôleur de machine-outil les séquences de perçage, vous avez toute l'information résumée ici. Donc, une multitude de façons vraiment d'envoyer les données du bloc à un logiciel de FAO dans le but de le fabriquer et de le retourner au client. Okay. Donc, il me reste encore un petit peu de temps. Laissez-moi explorer quelques fonctionnalités en rafale que j'aimerais vous présenter. Pour ça, laissez-moi juste vous montrer un bloc qu'on a fait ici, multimanufacturier, pour lequel c'est un peu plus pertinent d'explorer certaines fonctionnalités. Ça va être un peu plus visuel qu'avec mon petit bloc. Avec le petit bloc, je me suis servi pour présenter les fonctionnalités. Donc, vous voyez un schéma un peu plus costaud. Un schéma un peu plus costaud. Donc, je suis en train, ce ne sera pas long. Je suis en train d'ouvrir le 3D, ça s'en vient. Et voilà. Donc, vous voyez un exemple de bloc pour lequel la conception automatique a permis le positionnement de plein de composants. Malheureusement, comme vous pouvez vous y attendre, le bloc ne ressemblait pas à ça avec l'auto-routing. Ça a nécessité quelques opérations manuelles. Donc, quand vous tombez dans des projets comme ceux-là, ben, je vous ai déjà introduit certaines fonctionnalités individuelles, comment positionner et effectuer vos perçages efficacement. Mais ce bloc-là m'amène à vous montrer certaines autres fonctionnalités, certains autres outils qui ont été développés. Donc, je vous avais parlé des avertissements. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que des composants étaient un peu trop collés, il apparaissait en rouge, comme vous l'avez vu. Bouton droit, on accepte l'erreur. À ce moment-là, vous avez la personne, donc mon collègue Vincent B, qui a fait ce blog-là, a accepté ces erreurs-là. Il y en a d'autres qui sont à la limite. Donc, il va falloir autoriser avant de finaliser le bloc. Okay? Donc, très, très important, même si vous outrepassez ou que vous acceptez certaines contraintes que le logiciel impose, mais vous avez l'information listée sur tout ce qui a été accepté. Okay? Donc, l'autre fonctionnalité très, très importante. Pour le petit bloc, j'en ai pas eu vraiment besoin, mais vous avez ici là, un utilitaire concernant la visibilité des canaux. Donc, très, très simplement, si je bouton droit, je peux filtrer individuellement un canal. Donc, des fonctionnalités qui permettent vraiment, là, quand j'ai un bloc un peu plus complexe, de visualiser quel composant est composé avec lesquels. Donc, je peux décider d'afficher ou de cacher les autres passages. Bon, ça peut être utile de tout cacher, ou sinon, je peux aussi voir ils sont où mes autres passages. Donc, je peux également jouer avec la transparence des autres conduites. Donc, j'ai vraiment, je vois tous les composants où est-ce qu'ils sont connectés, mais je vois également d'autres contraintes au niveau des autres connexions que j'ai fait. Hein? Donc, l'information dans ce gestionnaire-là, dans cet utilitaire-là, vraiment utile pour s'assurer. Donc, vous voyez, toutes mes connexions sont faites. Vous avez, si jamais je prends cette connexion-là et je l'efface, par exemple, hein? Vous voyez que j'ai une connexion non résolue. Okay? Donc, vous pouvez sélectionner cette conduite-là. Je n'ai peut-être pas insisté assez,
mais j'ai une synchronisation en tout temps entre les composants sélectionnés ici, mes conduites sélectionnées ici et mon bloc 3D. Donc, si je me prends ce canal-là, je décide de sélectionner, vous voyez que c'est mon bus principal qui est connecté à toutes mes valves solénoïdes ici. Vous voyez où il est sur le circuit haute. Donc, synchronisation entre le 3D et le 2D, une identification, même principe, si je me mets ici et que je sélectionne ce composant-là, je vais voir exactement où il est positionné sur le bloc. Donc ça, cet utilitaire-là de visibilité, très, très utile. Vraiment, pour s'assurer que le 2D et le 3D fonctionnent, puis vous maximisez vos chances et votre temps pour la fabrication du bloc. Okay? L'autre fonctionnalité intéressante, c'est quand vous commencez à avoir un gros bloc comme ça, principe de vue en coupe. Donc, si je fixe le positionnement, j'active ma vue en coupe. Donc, à ce moment-là, ça me permet, dans ma vue orthogonale, de vraiment enlever certains composants du chemin pour me concentrer sur certaines portions du bloc. Okay? D'avoir accès vraiment à tout ce qui se passe à l'intérieur de mon bloc, mais d'une façon un peu plus simplifiée pour concentrer mon analyse sur une section plutôt qu'une autre. Okay? Et le dernier utilitaire que je vais avoir le temps de présenter, je pense déjà un peu au-delà de l'heure dédiée. Donc, le dernier utilitaire, non le moindre, c'est vraiment l'outil de gestionnaire de cavité. Donc, Automation Studio Live Manifold contient déjà bon nombre des cavités standards avec lesquelles vous travaillez. Sinon, il y a moyen d'importer ou de créer ses propres cavités. Donc, si jamais vous avez un composant spécifique, un manufacturier de niche pour lequel le composant n'est pas encore disponible dans Automation Studio, vous pouvez créer ou associer une cavité à un composant personnalisé assez rapidement. Okay? Donc, on pourra explorer ça si jamais vous avez des questions sur ça dans la prochaine demi-heure. Je m'arrête pour ceux qui ont un horaire un peu plus serré. Donc, ça complète la présentation d'aujourd'hui concernant la prise en main d'Automation Studio Live Bloc Forêt. Donc, je vous ai montré comment l'utilisation des catalogues vous amène à créer rapidement votre circuit 2D. On a vu comment le transformer en projet ou initier le projet Bloc Forêt. On a vu un mode de conception automatique pour des gens qui veulent rapidement une solution, pour initier une discussion, pour voir certaines connexions possibles. On a poussé un peu plus certains volets du mode manuel. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas eu le temps de couvrir, bien évidemment. On a montré une simulation du bloc, analyse de perte de charge, le tableau également des pertes de charge qui peut être utile pour optimiser le bloc. Et on a vu comment finaliser le projet, créer tous les documents nécessaires pour la documentation et aussi envoyer le bloc au niveau de la fabrication. Hein? Merci Vincent. Alors, on a eu pas mal de questions. Donc, on va essayer de les couvrir là pendant la prochaine demi-heure. Première question qu'on a eue de la part de Bernard. Il nous demandait, donc tu l'as montré à travers un petit peu le gestionnaire de cavité, mais est-ce qu'on peut intégrer les perçages, taraudages et surtout le système d'ancrage du bloc dans ton bloc 3D, je pense qu'il y apparaissait. Oui, ça va être plus simple si je retourne à mon bloc 5 s'il est encore disponible. Donc, ça va revenir ici. Donc, ce qu'on a dit, juste être sûr que mon bloc 3D est toujours disponible. Donc, on a dit le taraudage. M'excuserez, là, j'ai les termes anglais. Moi, ce que j'ai, c'est donc ce qu'on parle de counterboard, donc de voir est-ce que c'est ou vraiment un numéro des blocs de montage. Mais en fait, laissez-moi juste introduire ça pour les mounting holes, donc les blocs de montage. Très simplement, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas montrée, mais si jamais d'enfoncer un composant, ça permet d'avoir des connexions, mais vous voyez, c'est très, très simple, hein, des paires de connexions, que ce soit cette valve-là, vous pouvez les enfoncer. Donc, la question est au niveau du montage. Donc, je m'en vais dans mon éditeur 3D, mon explorateur de bibliothèque. Donc, vous avez ici les trous de montage.
Donc, si vous voulez des trous de montage sur le dessous du bloc, vous avez l'option de les positionner. Et comme tous les composants, en double-cliquant, on choisit est-ce que c'est vraiment je pense que la traduction n'est pas activée encore sur cela, mais vous pouvez choisir est-ce que vous voulez un taraudage ou un bloc de montage qui est traversant ou vous voulez vraiment limiter ces dimensions. Puis encore là, vous voyez quand je suis trop près d'une connexion, une couleur rouge. Je n'ai pas réussi à vous le montrer dans le bloc que je créais, mais c'est comme ça qu'on accepte l'erreur. Donc, si vous jugez, vous, que c'est pas pertinent vraiment ou que la dimension elle est suffisante, ben, vous pouvez décider d'accepter l'erreur. Donc, j'accepte les erreurs et voilà, on passe à autre chose. Et c'est vraiment au niveau de la vérification des erreurs ici que vous allez voir excusez-moi, dans l'affichage des erreurs que vous allez voir toutes les erreurs que j'ai acceptées. OK? Donc, est-ce que ça répond à la question au niveau des... Alors, pour le système de fixation, je pense que c'est ça. Le taraudage, c'est, disons plus, la partie interne à l'intérieur qui est complémentaire à la vis, qui permettrait d'avoir le sorte de filet à l'intérieur qui permettrait de suivre la vis. Donc, c'est plus à l'intérieur du gestionnaire de cavité. Est-ce que nos cavités sont considérées comme étant, on va dire, des cylindres qui sont complètement plats, ou alors est-ce qu'il y a un système de filetage à l'intérieur qu'on peut avoir? vous voyez, le filetage, il y a un paramètre de filetage. Lui, il est propre à la cavité. Donc, les informations Ok, de la cavité, oui, sont référencées par la cavité elle-même avec d'accord. avec son taraudage. Ce que j'essaie de voir, c'est qu'il y a moyen d'afficher, je pense que c'est la vue en perspective. Il y a moyen d'afficher aussi donc tous les barres de connexion, où est-ce qu'ils se situent. J'essaie de voir un peu, je pense qu'il y a moyen de voir aussi. Attends un petit peu. C'est de c'est pas l'étiquette, oui, c'est le profil des composants. Donc, vous pouvez voir un peu chacun des composants, les profils de perçage, donc les diamètres des cylindres successifs pour chacune des cavités est disponible. Et puis, vous pouvez le visualiser dans le bloc aussi pour s'assurer bon, que si vous faites des connexions, mais vous n'avez pas de paroi mince. Si jamais vous déplacez une conduite de façon un peu tangentielle, vous voyez là où il y a de la matière, là où il n'y en a pas. Un peu plus Ok, facilement avec ça. d'accord. Une autre question qui avait été posée, c'est concernant les trois dimensions, la possibilité de, avec un clic droit, simplement modifier les dimensions d'un bloc. Je pense que tu avais montré ça un petit peu rapidement. Je l'ai pas montré trop celle-là. Normalement, dimension du bloc. Attends un petit peu, ça va être. C'est pas un bouton droit, c'est vraiment ici qu'il faut définir les dimensions du bloc. Donc, vous voyez dans l'option dessin, au niveau bloc, c'est là que vous choisissez une taille d'extrusion que vous avez dans votre bibliothèque d'extrusion ou que vous y allez d'un bloc personnalisé. Okay? Une longueur vraiment spécifique ou quelque chose que vous avez custom. Okay? Ok, Donc, c'est comme ça qu'on définit la longueur d'un bloc. Donc, j'espère que ça répond aux questions. Donc, quand je viens, par exemple, je vous ai montré les poignées de redimensionnement. Quand je me retrouve sur une phase d'extrusion, mais je suis limité. Vous voyez, je n'ai pas une infinité de dimensions. Je me limite vraiment quand je redimensionne aux extrusions disponibles. Tandis que quand je m'en vais dans une phase qui n'est pas une phase d'extrusion, ben là, à ce moment-là, mes poignées m'amènent un ajustement comme je le veux. ok, très bien, En longueur pour mon parfait. bloc. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres questions? oui, il y avait une autre question, c'était est-ce qu'on pouvait imposer un anthrax entre les différents ports? Euh, Bonne question. Ça, je pense qu'il va falloir que vous entendez par anthrax ou
Parce qu'il va falloir qu'on vous revienne Je, sur je cette pense que Ouais. c'est question-là. l'espace. Je pense que c'est les contraintes entre Ah, ok. les contraintes que tu as montrées lors de la création. Oui, Il doit y avoir, je pense, des contraintes au niveau des anthrax, oui, c'est ce que je verrais. Donc, les dimensions entre deux les composants dégagements. ou entre un passage. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a vraiment un dégagement au niveau du perçage avec d'autres composants qu'on peut définir. Il y a vraiment un composant entre les différents composants. Donc ça, ce dégagement-là, c'est le dégagement minimum. Donc si on va en deçà de ça, ben à ce moment-là, on va avoir des avertissements et une coloration que vous allez voir dans le bloc qui vous permet d'aller en deçà de ça. Donc si vous savez que votre bloc est en acier puis que la pression dans ce canal-là n'aura jamais, ou dans ces composants-là n'aura jamais un niveau élevé, ben, vous pouvez vous permettre de réduire ou d'accepter des dégagements entre différents composants qui sont en deçà de cette valeur de contrainte-là. Donc, c'est pour ça que je disais, par défaut, le logiciel est plus contraint que ce que probablement vous avez l'habitude de faire. Donc, un facteur de sécurité, mais si jamais pour certains passages, vous avez la certitude que c'est possible d'être un peu plus agressif dans votre bloc, ben, le logiciel vous permet également. Ok. Autre question par rapport au lien entre le 2D et 3D, Oui, sachant que la création du bloc donne une idée des dimensions internes. Est-ce que par exemple le diamètre, longueur des perçages, est-ce que les oui. dimensions définies par la création du bloc peuvent être ensuite automatiquement paramétrées sur le schéma 2D? Je ne suis pas certain de comprendre cette question-là. Aller en fait dans l'autre sens, si tu veux, d'une certaine manière. Donc, je vais essayer de créer de comprendre la question. Donc, j'ai ici une dimension de mon bloc. Ouais. Bon, cette dimension-là, en 3D, on parle d'une dimension réelle. C'est la dimension que le bloc va avoir une fois qu'il est fabriqué. Plutôt que du bloc, on va dire plutôt le diamètre interne des conduites. Est-ce qu'ensuite, avec des modifications qu'on va faire, est-ce que sur la partie, par exemple, 3D, est-ce que ça va être répercuté sur la partie 2D? Ah, absolument, absolument. Donc, si je m'en viens ici, je peux vous montrer un exemple assez simple. Donc, je sais si mon bloc est toujours routé, je pense que oui. Donc, si j'arrive ici et que je me mets à être vraiment très agressif, donc je viens mettre un mini passage, là, vous voyez, ouais. Quand j'amorce ma simulation, j'ai perdu ma synchronisation. Attendez un petit peu, je vais revenir là. Je vais aller retourner dans... non, c'est pas celui-là ici. Celui-ci. Okay, je vais récupérer ce bloc-là. M'assurer. Bon. Okay. Donc, je vais m'assurer que ce bloc-là, je puisse le simuler. Donc, vous voyez, j'ai énormément de débit qui arrive ici. Donc, si j'arrive et que je restreins cette dimension-là de façon un peu abusive, automatiquement, vous allez voir, je suis rendu avec du 314 bars. Donc, j'ai ici une perte de charge de l'ordre avant même d'arriver au composant. Là. Vous voyez, j'ai du 297 bars, j'ai du 260. Donc, j'ai une trentaine de bars de perte de charge là, ici entre mon port et cette conduite-là, via cette... hein? Donc, automatiquement, tout ce que vous modifiez en 3D, le nombre de bifurcations, le diamètre des parts, la longueur des parts, le matériau tel que c'est défini en Automation Studio va se répercuter dans la simulation 2D. Donc, je ne sais pas si ça répond à D'accord. la question, mais c'est vraiment comme Par ça que contre, ça va pas modifier le schéma en tant que tel. Non, non. D'accord. Non, parce que Ok. ça je sais que c'est parfois contre-intuitif, mais vous voyez, je suis en 2D ici. Donc, si je suis en 2D, vous voyez, mais j'ai une connexion, j'ai un lien de 2D, j'en ai un deuxième, puis j'en ai un troisième. Mais vous voyez, dans les faits, tout ça ici, là, c'est un seul passage. Donc, j'ai un perçage, tandis qu'en 2D, ma représentation 2D me montre 3 bouts de ligne avec une connexion en T. Donc, le 2D n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe en 3D. Donc, quand on active la configuration 3D, c'est vraiment elle, quand on décide d'avoir la simulation avec le 3D, qui dicte
ce qui se passe en 2D, mais la représentation que j'ai ici va jamais être à 100% synchronisée avec celle que j'ai là. Donc, je pourrais avoir une connexion en T ici, mais comme vous le voyez dans cet exemple-là, ce lien-là puis ce lien-là n'ont pas une géométrie identique. C'est un seul perçage qui lie mon port, mon composant et mes deux composants entre eux. Ok, parfait. Merci. Une autre question qui avait été, jusqu'à combien de valves pouvons-nous designer un bloc? Quelle est la limite? Est-ce qu'on a une limite? Il n'y a pas de limite au niveau de la quantité de valves. Je ne pense pas qu'on ait mis de limite. Il y a des tests qui ont été faits sur du 40 valves à peu près, 40-50 valves, une quarantaine de valves avec une multitude de ports. Le mode manuel permet d'insérer toutes ces valves-là. Je ne pense pas qu'on ait mis de contraintes. À un moment donné, je pense que honnêtement, c'est dans les plus gros blocs pour lesquels l'outil a été testé, du 40-50 valves. S'il y a des blocs plus gros à 80-100 valves, il ne devrait pas avoir de problème au niveau de l'utilisation manuelle. Mais attention, par exemple, de router un bloc de 40 valves en fonction automatique. Le logiciel, il va travailler jusqu'à trouver une solution. Ça peut prendre quelques minutes. Puis les chances que le bloc soit optimal à 40 valves sont très, très faibles, je vous dirais. Ok, Donc, parfait. je ne sais pas si ça répond à la question au niveau du nombre de valves sur Oui, le je bloc. pense que... Il n'y a pas de contraintes qui ont été attribuées. Ok. Tout à l'heure, tu as montré les vues en coupe, une vue en coupe qu'on pouvait passer le bloc. Est-ce que ces vues en Oui, coupe-là, on pourrait les mettre sur un sur un dessin de production? pas à l'heure actuelle, si je ne m'abuse. Il faudrait que je me renseigne avec les développements. La vue en coupe qu'on propose ici, c'est vraiment une vue en coupe d'aide. Comme vous voyez, c'est l'interne de mes composants. C'est vraiment cette vue en coupe-là sert dans un but de simplifier certaines portions du bloc, vraiment focuser sur certains aspects. Au niveau de la vue en coupe, par exemple, d'un composant, ben, c'est pas pris en compte dans le 3D. Nous, on travaille avec les surfaces du bloc. Bon. Donc, est-ce que, ultimement, lorsqu'on fait nos dessins techniques, il sera possible de récupérer les vues techniques? C'est quelque chose qu'on a eu comme demande. Mais à l'heure actuelle, je ne crois pas que ce soit disponible tel quel. Ok, parfait. Après, il y avait une question sur les possibilités d'avoir un fichier pour les commandes numériques. Bon, ça, tu as déjà répondu avec la possibilité d'exporter en step. Oui. Une autre question, c'était une méthode simple pour mesurer l'épaisseur du mur entre deux perçages, je pense, de l'espace entre deux perçages. Est-ce qu'il y a une manière simple de le mesurer? Oui, attendez un petit peu, je vais... je l'ai vu en coupe, donc c'est un affichage, je vais désactiver ça. Donc, vous voyez, j'ai pas pris soin de me montrer ça, mais j'ai un outil de mesure. C'est le dernier outil qui me manquait. Donc, il y a moyen de vraiment d'effectuer des mesures. Donc, vous avez la possibilité de mesurer, par exemple, un point d'attache d'ici au centre de mon autre composant. Donc, ça vous donne toutes les dimensions. Il y a de l'information affichée. Elle a disparu. C'est de la faire réanimer. Donc, je peux reprendre une autre mesure ou je peux effacer les autres mesures. Donc, vous avez des dimensions de tous les points d'attache. Ça vous donne le dégagement les dimensions, les dégagements entre certains composants. Donc, vous avez l'information quand même de tous les composants et canalisations principales de votre circuit. Parfait. Une autre question qui avait été posée par Samuel, est-ce que le logiciel calcule l'épaisseur minimale requise entre deux canaux en fonction de la pression de service du système et du matériau du bloc? Non, c'est pas un calcul à l'heure actuelle. Là, c'est pas un calcul. Il y a moyen, je ne sais pas si dans la première version, il va y avoir moyen de créer des standards, mais si vous voyez dans les paramètres d'un projet, c'est vraiment là que vous choisissez certains types de matériaux. Et éventuellement, si ce n'est pas encore développé, il sera possible, en fonction du choix ici que je fais, d'aller automatiser certains dégagements. Pour l'instant, il faut le faire manuellement, sauvegarder ça, mais éventuellement, ça va y avoir moyen de changer ces paramètres-là.
D'accord, ok, mais il n'y aura pas la possibilité de, en fonction aussi de la pression de service, Ben, éventuellement, oui, oui. qu'il indique. Éventuellement, oui, Ok, ça va être possible, là. C'est ici, vous voyez la pression maximale. Donc, ok, il y aura d'accord. possible de mettre un peu d'intelligence. C'est ce qu'on a programmé pour des solutions spécifiques qu'on a faites pour certains manufacturiers. Donc, il y a moyen de définir des règles. À l'heure actuelle, ces règles-là sont dans le logiciel, mais ne sont pas ouvertes dans cette première version-là pour les utilisateurs. D'accord, Ça très parfait. prochainement. Donc, si vous mettez un 350 bars, ben, ça vous donne l'information. Vous pourrez choisir qu'à 350 bars, ben, c'est du rebord ou de l'acier qu'on veut. On laisse faire l'aluminium. Et de là, d'avoir des indications comme quoi les bons composants sont à utiliser et autres. Donc, ça va être en cours, c'est en cours de développement pour les prochaines versions. Ok, très bien. Une autre question, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une évaluation budgétaire du bloc? Savoir combien coûterait le bloc avec tous les perçages, les composants, les ports, etc. Voilà, ça encore une fois, la plateforme Automation Studio Live, c'est elle qui a servi à créer des configurateurs spécifiques pour ça. Donc, des configurateurs et des logiciels de soumission de blocs forêt. Donc, tous les mécanismes sont dans le logiciel. Pour une première version, on a décidé de ne pas les ouvrir aux utilisateurs parce que c'est des règles assez complexes. Donc, ça, sur quoi on est en train de travailler en fonction des intrants qu'on va avoir de tous nos utilisateurs de cette fonctionnalité-là. On va progressivement ouvrir certaines règles de calcul en fonction de formules probablement simplifiées au début et autres. Vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous qui font du bloc, des règles, ça peut être soit un Excel ou autre, donc des règles de calcul. Assurément, via des API, c'est possible de récupérer des informations du bloc et d'envoyer ça dans votre moulinette de calcul que vous avez déjà. Mais éventuellement aussi certaines règles en fonction du nombre de perçages, du taux horaire, hein, tout le mécanisme pour prendre en compte le site de fabrication avec le taux horaire des personnes qui vont fabriquer le bloc, la quantité de passes requises et toutes les fonctions de fabrication, c'est dans Automation Studio, mais à l'heure actuelle, Automation Studio Live, que vous voyez, ce n'est pas un outil en fait, c'est un outil qui aide à la fabrication des blocs. Mais le calcul du coût de revient d'un bloc, ça inclut toutes les étapes de fabrication. Et à l'heure actuelle, est-ce que, si je reviens à l'assemblage 3D, est-ce que ce perçage-là nécessite une passe, deux passes, trois passes, dépendamment du matériel, de l'outil, de la commande d'outils. Cette expertise-là est vraiment prise en charge par les gens qui vont fabriquer le bloc. Puis c'est ça aussi qui va déterminer le coût du bloc. Okay? Donc, l'information sur les perçages est là. Les mécanismes de calcul en fonction de formules, c'est là. Pas ouvert pour l'utilisateur, mais toute l'information statistique peut être utilisée pour aider à soumissionner avec le bon prix vos blocs. Ok, merci. Une autre question, est-ce qu'on a une idée à la fin, quand on a terminé le bloc, savoir où est le centre de gravité du bloc équipé? Oh, bonne question. Ça, je pense qu'on nous l'a déjà demandé. Probablement parce que la plateforme qui est utilisée pour le 3D ici contient probablement ces calculs inertiels-là. Là-dessus, je vais revenir, donc je vais réenvoyer la réponse à cette question-là. J'aurais tendance à dire peut-être pas dans un premier temps, donc le centre de gravité. Je sais que le poids est disponible du bloc, mais son centre de gravité exact, je pourrais pas dire à l'heure actuelle. Je revois avec mes développeurs ici. Donc, Ok, un intrant, on vous reviendra si c'est disponible. Sinon, nous, on collecte cette information-là puis on met ça dans les plans de développement de toute façon. Hein. ok. Après, bon, il y avait une autre question, mais je pense que tu as répondu en partie où il nous demandait si l'épaisseur des blocs prend-elle en compte de la pression admissible? Oui, ben c'est la même, la même réponse. C'est Donc, c'est ça. encore une fois, c'est selon les paramètres que vous configurez. Selon les paramètres que vous configurez ici, selon les zones de dégagement, ben, c'est là que vous allez pouvoir
en fonction du matériel. Donc, un matériel permet des pressions plus hautes par rapport à un autre matériel. C'est là que vous définissez ces limites-là. En fonction du matériel qui eux, peuvent tolérer plus ou moins des pressions plus ou moins grandes. Ok, parfait. Une autre question, est-ce qu'il existe un catalogue de plans de pose normalisé type NG Setup? Oui, ça, vous voyez, si j'en reviens à mon bloc ici. Donc, ce qu'on a dans le gestionnaire de catalogue, j'ai mes interfaces Setup. À l'heure actuelle, le 3D n'est pas encore disponible, mais ça vous permet quand même, vous voyez, je prends ça ici. Je tourne, oups. Vous voyez, donc je peux venir, je vois un petit peu, ça doit se faire. Donc, si je défigure mon bloc ici, je désassemble. Je vous montre un peu. Donc, je bouge mon port ici, j'agrandis juste pour mettre mon interface. Donc, vous voyez, j'ai mon interface setup ici. Je viens la mettre, et voilà, sur mon bloc. Et quand je viens recréer mon bloc, je vais avoir cette interface-là qui va être prise en compte. Donc, quand je crée mon bloc, si je retourne au 3D, à ce moment-là, je vais avoir la configuration des ports. Donc, oui, les ports setup ou le port multiple, la configuration de port setup est quelque chose qui est pris en compte. Je vais finaliser ma petite démonstration pour montrer. Donc, le même principe. Ici, avec mon bloc, je m'en vais manuellement, je prends mon port setup et je l'amène et vous voyez sa configuration exacte. Parfait. Pas Très plus bien. compliqué que ça. Est-ce que l'outil permet la gestion des blocs moulés à la place de blocs forêts? Non. À l'heure actuelle, si vous avez des formes autres que des cubes, on est en train de travailler pour avoir des formes de L ou d'autres formes. À l'heure actuelle, c'est une forme rectangulaire, donc prisme ou cube, qui est possible pour le routage. Une fois que vous exportez ce bloc-là dans un autre logiciel CAO, il y a moyen de prendre quand même la configuration des parts que vous avez et d'aller enlever de la matière. Donc, c'est comme ça que les gens fonctionnent généralement. Donc, configuration des composants, puis après ça, s'il y a des matières à enlever ou à réduire en fonction du positionnement des parts, à l'heure actuelle, ça se fait par un logiciel autre. On est en train déjà de plancher sur la création de formes irrégulières pour les prochaines versions. À l'heure actuelle, donc cube ou prisme rectangulaire uniquement. Ok, parfait. Une autre question, est-ce que là on a vu différents types de matériaux qui étaient disponibles, l'acier, l'alu, du rabat, est-ce qu'il est possible de créer d'autres matériaux? Encore une fois, probablement que c'est quelque chose qui peut être ouvert. Est-ce que ce sera ouvert dans une première version? Je vais revenir sur cette question-là. Si la création d'un matériau c'est disponible, je peux toujours aller voir dans, excusez-moi, ici, dans les préférences, les propriétés. Bon, vous voyez, le paramètre de prix, c'est quelque chose d'ajouter des listes de prix, autre chose qui pourrait être ouvert. Sinon, il faudrait que je vois si j'ai des options. Donc, pour un moyen de rajouter, rajouter d'autres matériaux, il faudrait voir est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert ou qu'on va ouvrir dans les premières versions. Je reviendrai pour répondre à cette question-là ultérieurement. Ok, parfait. Après, il y avait une autre question que posait Bernard sur le fait que de réaliser les blocs sur AS afin de le soumettre à un usineur spécialisé dans la conception, donc dans l'étude du bloc via ses propres logiciels, a un risque de responsabilité pour un bureau d'études de système hydraulique. Moi, par rapport à cette question, je dirais c'est un peu comme quand on dessine, même quand on fait un schéma 2D dans Automation Studio et qu'ensuite on demande à quelqu'un de faire la production. C'est une histoire je dirais pas que c'est une responsabilité au niveau que du bureau d'études. De toute manière, c'est une responsabilité des deux côtés, à mon avis.
Automation Studio est un outil d'aide à la conception, que ce soit la version, le nouveau qui est le bloc forêt, mais Automation Studio en règle générale. Donc, il fait finalement, ça ne change pas en fait si vous utilisez Automation Studio en termes de responsabilité ou un autre outil type Katia ou SolidWorks, la responsabilité qu'il y aurait serait la même. Ça dépend de ce que fait la personne en effet qui fait la conception. Oui, nous, c'est ça. C'est dans quand vous utilisez Automation Studio, de toute façon, vous acceptez les conditions d'utilisation d'Automation Studio. Puis nous, comme développeurs logiciels, vous acceptez qu'on on prend pas la responsabilité. Est-ce que, bon, vous, en tant que concepteur, vous faites ça d'Automation Studio, vous envoyez ça à c'est ça, une fabrication, mais la vérification, que ce soit un logiciel de comptabilité ou un logiciel d'ingénierie comme Automation Studio, ben, la responsabilité incombe à celui qui manipule l'outil. C'est ça. Oui, pour faire ces vérifications-là. C'est généralement les règles ou les ententes de licence qu'on. Ok, parfait. On Samuel revient sur la question de donc sur les questions de l'anthrax des ports. Il explique un peu mieux. Il dit très souvent nous avons des impositions sur la position de certains ports pour recevoir une tuyauterie déjà existante. Donc ma question est est-ce que l'on peut mettre une cote en X et en Y oui. par rapport à une arête du bloc comme SolidWorks? Oui, par exemple. C'est ce que je montrais vite. Donc si j'ai mon composant ici. J'ai mon composant ici et que je veux donc vous voyez définir une position sur mon composant, je vois tout ce qui est donc je peux décider de le mettre à 50 en X juste avant d'afficher. Je vais afficher mes références, donc en X, Y. Donc je peux bouton droit ou en utilisant des options sur mon composant dans l'outil de dessin, vous déterminez. Je fais bouton droit. On doit définir une position, déterminer un 50 mm, un 50 mm. Faites OK, le composant se déplace et se met exactement. Et donc, j'imagine le mouvement relatif, peut-être que j'ai jamais fait cette fonction-là, mais j'imagine qu'il y a moyen. Donc, on veut un anthrax, donc c'est la position entre ce composant-là. Je ne sais pas si on peut définir l'anthrax, mais connaissant la position de lui, on pourrait probablement assez facilement, si ma positionnement relatif de ce composant-là par rapport à l'autre n'est pas disponible. Donc, si je m'en viens dans ma bibliothèque, vous voyez, une autre façon, les composants sont dans la bibliothèque tant qu'ils ne sont pas positionnés. Un autre petit volet, ça me permet de montrer autre chose. Donc, le port P3, je le mets sur mon circuit. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen de... je m'en vais dans la mesure. Oui, je peux prendre une mesure entre ce composant-là et lui. Est-ce que par après, je peux forcer la distance en X d'être de 75? Ou c'est juste vraiment des mesures quelque chose qui est en cours, mais assurément, vous pouvez définir une position en X, en Y et de s'assurer que la distance en X respecte les paramètres que vous désirez avoir. Ok, parfait. Là, il est déjà 10h34. On va peut-être terminer avec une dernière question de Oui. Alain. Peut-on mettre Oui. un perçage plus petit et offset plus profond dans un port existant? Oh, je comprends la question. Donc, j'ai un port ici. Et je voudrais avoir un port dans ce port-là, plus petit. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est permis. Donc, si je comprends bien. Donc, c'est lui, allons prendre le plus grand des ports qu'on a. Je vais être sûr qu'on comprend la question, mais en même temps, nous, c'est des intrants sur des fonctionnalités futures. Donc, j'ai un gros port ici. Et on demande est-ce que je peux prendre ce port-là et lui l'amener là et l'amener au fond comme ça. Hein?
Donc, j'imagine que c'est ça la question. Est-ce que c'est possible? Si on accepte l'erreur, est-ce qu'on va nous laisser faire ça? Il parlait seulement il disait un trou, pas nécessairement un port complet. Mais en tout cas, là, on voit que C'est possible. C'est possible. Voilà, les perçages vont être. Oui, vous voyez, donc j'ai mon perçage qui m'amène à ce trou-là. Ok, parfait. Bon, je pense que ça répond. Merci Je sais Vincent qu'il y a encore. juste un Oui, petit complément, c'est qu'il y a des composants, j'ai le terme en anglais pour ça. Donc, il y a des composants qui sont des buried components. Donc, il y a certains composants comme des orifices, des pistons pour le pilotage qui sont faits pour ça. Donc, assurément, si vous avez un orifice là, que vous devez mettre dans une cavité, ça, c'est disponible, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un complément à la question de Alain. Donc, il y a certains composants, orifices. Je sais que des shuttles, il y en a certaines qui sont comme ça. Ils sont faits pour être mis à l'intérieur du bloc puis venir fermer avec d'autres composants ou d'autres parts. Donc, à ce moment-là, oui, c'est possible de le faire. Donc, je ne sais pas si mon exemple était probant. C'est possible de faire aussi, hein. Il suffit d'accepter les erreurs, mais il y a certains composants qui sont faits pour être cachés ou insérés dans le bloc. Donc, ceux-là, il n'y a pas de problème. parfait. Merci Vincent. Merci Merci encore beaucoup pour tout le ton monde pour temps. votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez d'autres questions, vous allez recevoir une vidéo probablement où C'est ça. avant de conclure. Je vais envoyer de toute manière comme la dernière fois, donc d'ici demain, après-demain, le lien vers la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci à tous pour votre présence. Et donc la semaine prochaine, on aura aussi le plaisir d'avoir une présentation sur l'AMDEC par Denis. Donc mardi prochain à la même heure. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne matinée pour ceux à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.